Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Le Festival international d'échecs de Prague s'est déroulé tous ces derniers jours dans la capitale tchèque. On a rencontré un joueur originaire du sud de la France. L'exposition qui est à voir jusqu'à la fin du mois de mars au musée des arts décoratifs de Prague, c'est une exposition consacrée aux affiches publicitaires françaises de l'entre-deux-guerres. Et puis revue de presse en seconde partie d'émission, mais tout de suite c'est le bulletin d'information en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. On commence ce bulletin avec de la politique. Le Premier ministre Andrej Babiš et le président de la Chambre des députés Tomio Okamura ne seront pas poursuivis en justice. En effet, comme attendu en raison de la répartition des forces en son sein et conformément à la recommandation qui avait été faite en février dernier par la commission en charge des mandats et des immunités, la Chambre des députés n'a pas voté jeudi en faveur de la levée de leur immunité parlementaire. Les leaders du mouvement ANO et du parti d'extrême droite SPD sont mis en cause dans deux affaires distinctes, tandis qu'Andrej Babiš est accusé de fraude aux aides européennes dans le cadre de la construction à la fin des années 2000 d'un vaste complexe touristique au sud de Prague. Tomio Okamura fait lui l'objet de poursuites en raison de l'utilisation d'affiches tendancieuses lors de la campagne menée par sa formation avant les élections sénatoriales et régionales en 2024. En juillet dernier, Tomio Okamura avait été inculpé pour incitation à la haine raciale. Jeudi, parmi les 186 députés présents dans l'Assemblée, 104, tous membres des trois partis formant la coalition gouvernementale, ont voté contre la levée de l'immunité parlementaire. Lors d'une conférence intitulée « Notre sécurité n'est pas une évidence » qui s'est tenue au château de Prague jeudi, l'ambassadeur américain en République tchèque a lancé un appel pressant pour augmenter les dépenses militaires dans le budget de l'État prévu par le gouvernement pour cette année. La République tchèque doit respecter ses engagements et consacrer désormais au moins 2% de son produit intérieur brut à sa défense, a notamment déclaré Nicolas Merrick devant le président Petr Pavel ou le chef de l'état-major de l'armée tchèque. Toujours selon le diplomate, si le projet de loi des finances est adopté, la République tchèque risque de figurer cette année parmi les pays de l'OTAN dont les dépenses en matière de dépenses sont les plus faibles en termes de pourcentage du PIB et ainsi de ne pas respecter ses engagements envers l'Alliance Atlantique en matière de renforcement des capacités de son armée. Et puis Andrej Babiš a réagi à l'appel de l'ambassadeur américain en déclarant que les dépenses que la République tchèque consacrera cette année à la défense, conformément au projet de budget de l'État, constitue, je cite, le maximum possible dans la situation actuelle. Fin de citation. Le Premier ministre a expliqué que la défense et l'armée étaient importantes pour le gouvernement et que les dépenses militaires augmentaient, mais que les questions de santé et sociale le préoccupaient également. Selon lui, le gouvernement précédent, qui était dirigé par Petr Fiala, je cite, ne s'occupait que de la guerre et de l'Ukraine, tandis que nous nous occupons de la vie quotidienne de nos concitoyens tchèques. Fin de citation. Quelques chiffres également, le montant du salaire brut mensuel moyen en Tchéquie en 2025, sachez-le, s'est élevé très exactement à 49 215 couronnes, soit environ 2010 €, soit une augmentation en glissement annuel de 7,2% selon les données publiées par l'Office tchèque des statistiques ce vendredi, en tenant compte de l'inflation qui a été de l'ordre de 2,5%. Il s'agit d'une hausse réelle de 4,6%. Environ 2 tiers des employés perçoivent toutefois toujours une rémunération inférieure à cette moyenne et il reste également de fortes disparités régionales. Ainsi, alors qu'à Prague, ce montant s'est élevé à quelques 2560 € dans la région de Karlovy Vary, en Bohême de l'Ouest, cette moyenne a plafonné à 1715 €. Un mot de sport, c'est une délégation tchèque record composée de 24 athlètes qui participera aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina qui s'ouvre à Vérone ce vendredi en raison du retour des sportifs russes et biélorusses
qui avait été banni des compétitions après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais dont une dizaine seront autorisés par le Comité international paralympique à concourir sous leur bannière en Italie. La République tchèque, comme 7 autres pays, a décidé de boycotter le défilé de cette cérémonie d'ouverture. La République tchèque n'a plus remporté de médaille aux Jeux paralympiques depuis Vancouver en 2010. Cette année, la skieuse malvoyante Simona Bubeničková, notamment 17 ans, championne du monde en titre de ski de fond, aspire à un podium en ski de fond comme en biathlon, son autre discipline. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Aucune évolution n'est attendue dans le ciel tchèque pour ce samedi, jour de la fête des Tomáš, Thomas en français donc, avec un généreux soleil qui régnera sur tout le territoire. Les températures varieront entre 12 et 16 degrés. Et puis sachez encore qu'à Prague, le soleil se lèvera à 6h30 et se couchera à 17h51. Radio Prague International, le programme francophone. Le Festival international d'échecs de Prague se termine ce vendredi soir à l'hôtel Don Giovanni dans la capitale tchèque. Cet événement organisé par le club de Nový Bor réunit chaque année l'élite mondiale dans le tournoi fermé Masters, mais aussi des tournois Challengers, des Open et plusieurs compétitions rapides et blitz ouvertes aux amateurs. La dernière journée doit donc encore décider du vainqueur du Masters. L'Ouzbek Nodirberg Abdusattorov partant avec un léger avantage dans ce sprint final sur le néerlandais Jordan van Forest, tandis que le régional de l'étape, le tchèque David Navara, était troisième avec 4,5 points. Parmi les centaines de joueurs venus de nombreux pays différents disputer des parties dans les diverses compétitions organisées toute cette semaine, l'un d'eux, originaire du sud de la France, a répondu à quelques questions posées par Alexis Rosenzweig. Moi je m'appelle Mathieu Blanchet, du coup je suis un joueur qui suis venu faire le tournoi. J'ai cru voir le nom de la ville de Pau. Je suis du club de Pau, ouais. Et donc je suis venu depuis Pau pour jouer un des plus gros tournois européens et avoir l'occasion d'aller voir aussi les meilleurs joueurs du monde qui jouent dans le tournoi principal. Alors je viens de vous croiser dans le couloir, en fait vous êtes en pleine partie, c'est-à-dire que là votre adversaire est en train de réfléchir au prochain coup. C'est ça, je suis encore dans ma préparation pour l'instant et là j'attends de voir ce qu'il fait pour voir la suite. Et c'est une partie qui peut durer jusqu'à 4-5 heures de jeu. Qui est votre adversaire ? Là, je joue un Arménien de 11 ans, qui a déjà un bon classement, donc c'est intéressant. Et votre classement, c'est ? Moi, j'ai 2150. Et lui ? Il a 1850, mais il fait un très bon tournoi, donc c'est pas un appareillement facile. Alors, vous disiez que c'était un des plus prestigieux tournois d'Europe. Il est connu, en fait, il s'appelle, je crois, ce festival de Prague. Festival international, c'est la première fois que je viens ici, moi, mais oui, c'est un des plus gros tournois, justement, qui accueille chaque année le tournoi Masters, avec, là, il y a le champion du monde en titre, Gukesh, qui vient jouer le tournoi. Bon, ça se passe pas bien pour lui, mais... Il est en train de perdre, donc c'est le champion en titre indien. Ouais, il a 1,5 point, je crois, il est dernier pour l'instant du classement du tournoi principal, mais... Donc c'est aussi un des grands intérêts pour vous, c'est de jouer vous-même, mais aussi de voir les plus grands joueurs du monde. Clairement, aller voir les parties. Après mes parties, souvent j'essaie d'aller voir les parties. C'est inspirant et c'est intéressant. Qu'est-ce que ça change de voir les parties physiquement, parce qu'elles sont également retransmises sur les sites spécialisés en live, évidemment. Ouais, tu peux voir les joueurs directement, avec un peu la pression, surtout quand c'est en Zeitnote, qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. C'est là où je trouve le plus intéressant. Tu peux les voir un peu sous pression, donc c'est ça que j'aime bien. Dans les conditions réelles, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont marqué déjà depuis que vous êtes arrivé à Prague ? Non, c'est la ville de Prague, moi, que je trouve magnifique. L'architecture, c'est ce qui m'a le plus marqué. La ville est très belle, ouais. Et au niveau du tournoi que vous jouez, des parties ? Les parties sont toutes intéressantes. La première partie, c'était une partie de 5 heures. C'était très épuisant, au final, de jouer. Et le résultat ? Pour l'instant, j'ai 3,5 points sur 6, donc c'est un résultat correct. J'ai battu les moins forts et j'ai perdu les plus forts. Quelle est la réputation des Tchèques dans ce domaine des échecs ?
Ouais, j'ai pas une grande connaissance dessus, mais je sais que le plus grand joueur tchèque de l'histoire, David Navara, qui est en train de jouer, qui fait une très bonne performance. Et je sais que c'est une personne très appréciée, c'est un peu le héros local des échecs tchèques. On va essayer d'aller le voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage pour cette partie en cours. Merci. Situé depuis 1900 au cœur de la vieille ville de Prague, dans un magnifique bâtiment néo-renaissance, le musée des arts décoratifs conserve un demi-million d'œuvres et d'artefacts, dont environ 35 000 affiches. Une partie de cette collection unique, considérée comme l'une des plus riches en Europe centrale, est consacrée à l'affiche publicitaire française des années 20 et 30. Celle-ci est présentée dans toute sa beauté au musée jusqu'au 29 mars prochain dans le cadre de l'exposition intitulée « L'esprit français ». Magdalena Hrozinkova l'a visitée. Fumer les cigarettes de la régie française, savourer la Savora, la folie des bonbons Jacquin, l'eau qui pétille, champagne, les moteurs se graissent eux-mêmes ou encore on se rase vite et mieux avec le Fluidex. Autant de slogans qui apparaissent sur ces affiches françaises, devenues un véritable phénomène qui a profondément influencé la culture visuelle de la société moderne partout en Europe. L'affiche a connu son âge d'or à la fin du 19e siècle, époque où elle a séduit Alphonse Mucha et bien d'autres artistes, ainsi que des critiques et des collectionneurs. Œuvre d'art à part entière, elle converge totalement dans l'entre-deux-guerres vers le domaine publicitaire, tout en conservant son originalité et son propre langage visuel, et en résistant aux avancées technologiques de l'époque telles que la photographie, le cinéma et la publicité lumineuse. Au cœur de l'exposition au musée des arts décoratifs se trouve un ensemble rare et précieux d'affiches grand format de l'imprimerie parisienne Vercasson, notamment les œuvres de Jean Dillène. Présentées à Prague en 1923, ces affiches n'ont plus jamais été montrées au public tchèque, comme l'explique Lucie Vlčková, commissaire de l'exposition. Ces affiches qui constituent la plus grande surprise de notre exposition sont arrivées en Bohème par un chemin assez particulier, grâce au journaliste, entrepreneur et activiste pragois Jan Zieglöser. Cet homme très intéressant, propriétaire d'une petite imprimerie du quartier pragois de Vinohrady, s'est rendu à Paris pour visiter, comme il l'a remarqué sans modestie, une entreprise similaire à la sienne. Or, il s'agissait, comme on le sait, de la célèbre imprimerie parisienne de Pierre Vercasson. Il y a acquis cette collection d'affiches qu'il a ensuite exposée à Prague, puis au musée de Hradec Králové, avant de la transmettre à notre musée. Pendant 100 ans, ces affiches sont restées dans notre dépôt. Mes collègues et moi, nous ne savions pas très bien comment les présenter. Il est vrai que dans les années 20 déjà, certains critiques les considéraient comme un peu kitsch. Sur le plan de la composition, ces affiches se caractérisent par la présence d'un personnage central, généralement une femme, qui manipule un produit. C'est une sorte de cliché visuel, mais qui finalement fonctionne toujours très bien dans la publicité. Or, ce type d'affiche a été considéré comme révolu dans l'entre-deux-guerres, donc dans le contexte de l'avènement des nouveaux médias. Il n'empêche que les Français appréciaient beaucoup cette forme de promotion de produits de luxe qui impliquait la tradition, les valeurs de la société française et finalement tout ce que nous associons généralement à la France, donc une certaine légèreté, l'humour, la perspicacité, bref, quelque chose d'assez divertissant. Récemment restaurées, les affiches grand format de Jean Dillène ont été réajustées d'une nouvelle manière et sont collées sur du papier japonais et tendues sur un cadre en bois, ce qui facilitera leur déplacement à la fin de l'exposition. Pour cette exposition, nous avons ajusté les affiches pour la première fois de manière expérimentale, sans verre de protection. Après les avoir ainsi installées sur les panneaux, nous avons réalisé à quel point ils semblaient authentiques. Ce sont vraiment des affiches telles que les passants pouvaient les voir à l'époque dans les rues de Paris ou d'une autre ville française. Et l'impression que donnent les couleurs et la texture de la surface est tout à fait incroyable. Ces affiches sont beaucoup appréciées des professionnels et des étudiants des écoles d'art qui viennent voir l'exposition. C'est vraiment le meilleur de l'art lithographique de l'époque qu'ils peuvent admirer ici. Une autre partie de l'exposition se concentre sur la tradition française de la bande dessinée, de la caricature et du dessin de presse.
On y trouve l'incontournable Vache qui rit, créé par Benjamin Rabier, ou encore des œuvres de Leonetto Capiello, de John Donvie ou de Drancy. La dernière étape traite de la transformation de cet art par le constructivisme et le fonctionnalisme en lien avec la nouvelle fonction de l'affiche. Depuis la fin des années 20, l'accent est mis sur un message qui n'est pas narratif, mais symbolique, figuratif. Et c'était lié, entre autres, au fait que le fonctionnement du trafic urbain avait changé. Alors qu'auparavant, le piéton avait le temps de regarder une affiche qui racontait une histoire. Le trafic automobile et les transports publics ont considérablement accéléré les déplacements dans la ville. Du coup, la publicité ne pouvait plus raconter une histoire. Il fallait communiquer le message à l'aide d'un symbole, d'où l'accent mis sur la typographie et l'élément visuel. Aussi, la palette des couleurs est sensiblement réduite. L'essentiel, c'est de transmettre un message le plus rapidement possible. Les affiches créées par l'un des plus grands graphistes français, Cassandre, principalement connu pour ses affiches publicitaires pour les chemins de fer, reflètent particulièrement bien ce changement, l'arrivée du nouveau concept moderniste qui célèbre à la fois la vitesse et la technologie. Les œuvres des affichistes français étaient relativement bien connues dans la Tchécoslovaquie de l'époque, notamment grâce à de nombreux contacts, séjours d'artistes tchèques à Paris et expositions. Parmi les Tchèques influencés par la tradition de l'affiche française, il faut surtout citer l'excellent graphiste Vilém Rotter, qui a travaillé dans une agence de publicité à Paris, avant de fonder dans les années 20 sa propre entreprise à Prague. L'affiche qui clôture l'exposition marque aussi la fin de ces relations artistiques étroites entre les deux pays, survenues après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée en 1946 pour la dernière exposition de l'affiche française à Prague. Celle-ci avait pour objectif de motiver le secteur de la publicité à participer à la reconstruction industrielle après la guerre. En fait, c'était les mêmes ambitions qu'au début des années 20, après la fin de la guerre de 14-18. Les affiches de l'entre-deux-guerres ont été de nouveau montrées en Tchéquie seulement après la chute du régime communiste dans les années 90, à l'occasion d'une exposition à l'Institut français. Conservés pour leur part dans le dépôt du musée des arts décoratifs pendant plus de 100 ans avant d'être révélés par Lucia Volchkova et son équipe, les œuvres publicitaires grand format de l'imprimerie Vercasson constituent la plus grande surprise de cette exposition, et ce même pour le public français, affirme la commissaire. Pour elle aussi, la découverte de ces affiches a été une véritable aventure. En fait, même nous, les conservateurs, nous n'avons jamais pu voir ces affiches de nos propres yeux. Du fait de leur taille, elles ont été stockées, enroulées. En préparant cette exposition, j'ai téléchargé leurs photos à partir de catalogues de vente aux enchères. Quand je les ai vues en vrai, je les ai vraiment trouvées incroyables. Je suis aussi contente d'en exposer autant, sinon on n'aurait peut-être plus eu l'occasion de les restaurer et de les exposer. L'exposition L'Esprit français se tient au musée des arts décoratifs de Prague jusqu'au 29 mars. Il est possible de la découvrir à la faveur de nombreuses visites guidées. Et comme toutes les fins de semaine, tous les vendredis, donc, c'est tout de suite la revue de la presse tchèque préparée par Alena Gebertová. Miroir de la société à la lumière de la presse. Est-il justifiable d'attaquer un régime qui, en seulement 2 jours, a fait assassiner des dizaines de milliers d'habitants, s'interroge le site Zprávy, avant de répondre par un oui prudent. Mais cela ne change, selon lui, rien au fait que les motivations de Trump et Netanyahou sont nettement plus pragmatiques. On ne sait pas encore clairement ce que Trump et Netanyahou veulent réellement obtenir en Iran. On ne peut qu'espérer qu'ils ont réfléchi à l'avance au scénario possible, car laisser un pays instable de près de 100 millions d'habitants aux mains de prédateurs régionaux et de diverses ambitions ethniques risque de dégénérer en guerre civile et par extension en conflit transnational. Toutefois,
soit, le départ des vieillards rigides des palais de Téhéran ne nuira à personne et encore moins à l'Iran et à ses habitants. Le quotidien Hospodářské noviny propose un article dans lequel on peut lire. À court terme, il s'agit d'une nouvelle action spectaculaire du président Donald Trump qui se prend pour le plus grand des artisans de la paix, qui doit apparemment déclencher une nouvelle guerre pour pouvoir l'achever glorieusement par une paix magnifique. En outre, c'est un prétexte opportun et pragmatique pour Israël de détruire son plus grand rival, mais l'histoire nous montre qu'il est facile de renverser un ordre défaillant alors qu'il est bien plus difficile d'en instaurer un meilleur. Et c'est donc probablement ce qui se passera avec cette guerre. Le journal Denik N retient de son côté que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont divisé la coalition gouvernementale tchèque. Alors que le Premier ministre et le chef de la diplomatie expriment leur compréhension pour l'action des alliés tchèques, le président de la Chambre des députés, Tomio Okamura, et chef du parti du SPD, voit la situation d'un tout autre œil. Le troisième plus haut responsable constitutionnel évoque notamment la menace d'une nouvelle vague migratoire ou d'une crise énergétique. L'hebdomadaire Respect souligne que les services secrets israéliens ont une fois de plus démontré leurs capacités exceptionnelles. Ils ont réussi à localiser Khamenei alors qu'il se cachait depuis longtemps dans divers bunkers et n'apparaissait pratiquement jamais en public, puis à le tuer par une frappe ciblée, écrit-il, et de rappeler qu'il s'agissait du seul leader mondial important à avoir soutenu le 7 octobre 2023 le massacre perpétré par le Hamas dans les kibbutzim du sud d'Israël. Le journal en ligne Forum 24 remarque que la guerre contre l'Iran signifie certains dangers pour l'Ukraine. Alors que l'attention du monde entier se concentre sur la situation au Moyen-Orient, la voix de l'Ukraine agressée en proie à une guerre de longue durée risque d'être reléguée au second plan. Et encore, en raison de ses propres besoins dans le conflit au Moyen-Orient, les États-Unis pourraient décider de détourner les livraisons d'armes destinées à l'Ukraine pour reconstituer leur propre stock. De l'avis de l'éditorialiste du journal en ligne Denik Referendum, l'agression d'Israël et des États-Unis contre l'Iran ne représente pas seulement une violation flagrante du droit international. Il estime que dans un monde soumis à la loi du plus fort, l'attaque contre l'Iran n'incitera tous les régimes du monde à se doter de l'arme nucléaire. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent un exode de leur population. Outre le départ forcé de ressortissants étrangers dont le séjour est jugé illégal, ce sont les citoyens américains eux-mêmes qui contribuent à cette tendance. Voilà ce dont fait part le quotidien Hospodářské noviny, selon lequel ces derniers sont de plus en plus nombreux à s'installer en Europe. Parmi les pays où le nombre d'Américains résidant de manière permanente a augmenté le plus figure la Tchéquie. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé un article intitulé « Les Américains quittent les États-Unis en nombre record » publié dans le Wall Street Journal. Selon le journal qui a illustré son article par une photo attrayante de Prague, le nombre de résidents originaires des États-Unis en Espagne et aux Pays-Bas a presque doublé au cours des 10 dernières années, tandis qu'il a plus que doublé en Tchéquie. La capitale tchèque attire traditionnellement les étrangers, mais les Américains de souche qui n'ont souvent pas d'ancêtres tchèques sont également de plus en plus nombreux dans les campagnes tchèques. La publication Les étrangers en République tchèque en 2025 indique pour sa part que 6500 Américains vivaient de manière permanente dans notre pays en 2015. À la fin du premier mandat de Donald Trump, soit en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, ils étaient 1 millier de plus. Cette croissance s'est accélérée ensuite, plus de 10 400 Américains établis dans le pays ayant été officiellement enregistrés il y a 2 ans. Le quotidien économique suppose que tous ces chiffres ne sont pas très précis, car la situation est influencée par de nombreux facteurs, notamment les déplacements dans l'espace Schengen ou l'obtention d'une seconde nationalité. Il prétend toutefois qu'au cours des 250 ans d'histoire des États-Unis, il faut remonter à la crise des années 1930 pour trouver un exode comparable. Quelle trace la Tchéquie, ou plutôt la Tchécoslovaquie, a laissé en Iran
et que l'on peut trouver encore presque à chaque coin de rue, s'interroge le site info.cz avant d'évoquer certains points marquants des relations entre les deux pays. Déjà dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie était un importateur important, voire essentiel, de marchandises et de technologies en Iran. Les Tchèques et les Slovaques y ont construit des centaines de kilomètres de routes, de voies ferrées, des centaines de ponts, des dizaines de sucreries, d'usines, de centrales électriques et d'édifices. À noter aussi l'influence qu'avait dans ce pays l'école d'architecture tchèque. La Tchécoslovaquie était également l'un des principaux exportateurs d'armes vers le régime de Téhéran d'alors. Après le coup d'État communiste en Tchécoslovaquie en 1948 et les relations culturelles et économiques avec le régime pro-occidental du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, se sont refroidies pendant un certain temps, mais la coopération a ensuite repris de plus belle. Outre les armes et les technologies, comme le rappelle le chroniqueur, la Tchécoslovaquie a également commencé à exporter sa culture. Ainsi, par exemple, le compositeur tchèque Zdeněk Liška a créé une œuvre multimédia célébrant les 2 millénaires et demi d'existence de l'Empire perse. Les visites d'État témoignent également de l'importance des échanges économiques et culturels. Le Shah et l'impératrice se sont rendus pour la première fois en Tchécoslovaquie en 1967. 2 ans plus tard, après l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie, le président tchécoslovaque de l'époque, Ludvík Svoboda, s'est rendu en Iran. La deuxième visite du Shah en Tchécoslovaquie a eu lieu en 1977. À cette occasion, lui et son épouse ont reçu à Prague l'ordre du Lion Blanc. Après la révolution islamique, la République tchèque a coopéré dans une mesure limitée avec ce régime malgré les sanctions imposées par les puissances occidentales, comme le montre la visite du ministre des Finances Ali Tayeb-Nia en 2015. La Tchéquie reste l'un des derniers dinosaures, titre un texte publié dans le journal d'Enik N, qui rapporte que les téléphones portables ne seront pas interdits globalement dans les écoles tchèques. Ceci au moment où la plupart des pays européens ont déjà adopté une réglementation à ce sujet, sous la pression de données internationales à grande échelle réunies il y a 2 ans par l'OCDE sur un échantillon de plus de 600 000 enfants de 81 pays. La Tchéquie, elle, a pris une autre direction. Cette semaine, le ministère de l'Éducation a adressé aux directeurs d'école et aux enseignants des instructions sur la manière de se comporter vis-à-vis des téléphones portables. Comme la méthodologie ne prévoit aucune interdiction stricte, ceux-ci sont appelés à mener au sujet des téléphones des débats avec les enfants et de prendre par la suite telle ou telle décision. Les réactions de la plupart des enseignants, des psychologues, des acteurs du secteur technique auxquels le journal s'est adressé sont claires. Pour eux, il s'agit d'une occasion manquée. La liberté sans cadre clair n'est pas la liberté, c'est de la résignation, a déclaré par exemple Tania Lemoigne, manager et ancienne directrice de Google République tchèque. D'autres, pourtant, parmi les experts et les directeurs, défendent l'autonomie des écoles. C'est la fin de notre émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Facebook, sur Instagram, sur X et sur Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.